Bonjour. Alors, ceci est notre travail qui s'est axé sur les attaques par force brute. Donc, ça a été présenté par Traoré Madou, moi personnellement. Ensuite, par Dak Chris, Kone Mohamed Abdal Adil, Emma Ouyama Clarisse, Samba Geneva et Diallo Ismaël. Notre travail s'accentuera sur quatre grands points, à savoir le type d'attaque par force brute, le motif des attaques par force brute, un grand 3, outils d'attaque par force brute, grand 4, les méthodes de prévention. En introduction, on dira qu'une attaque par force brute est une méthode de piratage utilisant une tentative et une erreur pour déchiffrer les mots de passe, les identifiants, les mots de passe et les clés de chiffrement. Il s'agit d'une tactique simple mais fiable pour obtenir un accès non autorisé au compte d'individus et au système et réseau des organisations. En grand 1, les différentes attaques par force brute. Nous avons 5 types d'attaques par force brute, à savoir les attaques par force brute simple, les attaques par dictionnaire, et les attaques hybrides, les attaques par force brute inverse et les attaques par identifiant piraté. Euh, Sous-point 1, attaque simple par force brute. Ici, nous pouvons dire qu'une attaque simple par force brute se produit lorsque un, attaque, un hacker plutôt, tente de déchiffrer manuellement l'identifiant de connexion d'un utilisateur sans utiliser de logiciel. Voilà. Tant que l'utilisateur n'utilise, et les hackers en personne n'utilisent pas un logiciel, on dira que c'est une attaque simple par force brute. Ces attaques sont simples car de nombreuses personnes utilisent toujours des mots de passe faibles, tels que des mots de passe, par exemple un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, où la personne met un mot, à savoir par exemple homme nouvelle 1, 2, 3. Tout ça sont des mots de passe très faibles qu'on peut craquer par une force simple, des attaques simples. Ensuite, nous allons passer au point 2, qui est l'attaque par dictionnaire. L'attaque par dictionnaire, c'est une attaque, l'attaque et les pirates, c'est bon, on peut dire que le piratage par force brute dans laquelle les hackers utilisent un dictionnaire, un nombre de mots qui est bon. De là, je pense que on dira que bon, c'est une attaque par dictionnaire. Une attaque par dictionnaire, ça fait partie des attaques par force brute. Ici, l'attaquant sélectionne une cible puis teste des mots de passe possibles par rapport au nom d'utilisateur de cette personne. Il parcourt des dictionnaires et modifie des noms avec des caractères et des chiffres spéciaux. Voilà. Par exemple, si votre mot de passe, l'attaquant a pu identifier votre identifiant, par exemple, en voulant vous connecter, on vous dit nom d'utilisateur, ensuite mot de passe. Si l'attaquant connaît votre nom d'utilisateur, de là, il peut tenter des mots de passe, voilà, à travers des dictionnaires. De là même, par Kali Linux et incorpore des dictionnaires où nous pouvons, voilà, craquer
tenter les différents mots de passe à travers les identifiants que nous avons recueillis auprès de l'utilisateur. Ensuite, nous allons partir en sous-point 3, qui est une attaque hybride par force brute. Ici, on peut dire qu'elle se produit lorsqu'un hacker associe une méthode d'attaque par dictionnaire à une méthode d'attaque simple. Donc, c'est les deux combinés qui fait attaque par hybride et attaque hybride plutôt, autant pour moi. De là, on dira que tout commence par le hacker qui connaît un nom d'utilisateur, puis effectue une attaque de dictionnaire et des méthodes d'attaque simples. Ici, on dira que l'attaquant commence par une liste de mots. Par exemple, une liste de mots, puis expérimente ces combinaisons de caractères. Voilà. Il peut mélanger des lettres avec des chiffres pour trouver le mot de passe correct à votre nom d'utilisateur. Ensuite, on dira l'attaque par force brute inverse. Une attaque par force brute inverse, c'est de voir un attaquant commencer le processus avec un mot de passe connu. C'est-à-dire, de la manière comme fait l'attaque et hybride, il connaît, l'attaque additionnelle, il connaît votre nom d'utilisateur. De là, ça sera l'inverse. En attaque par force brute, c'est l'inverse. Donc, il se sert d'un mot de passe connu, ou bien il prend un mot de passe au hasard qu'il connaît, et puis il va chercher un nom d'utilisateur qui est lié à cette mot de passe en question, à ce mot de passe en question. Donc, il fouille les différents serveurs des sites web pour voir s'il y a un nom qui correspond. Ensuite, on a l'attaque par identifiant piraté. Ici, on dira que les pirates ciblent les étiquettes de mots de passe faibles des utilisateurs. Voilà. Ils correctent des combinaisons de noms d'utilisateurs et de mots de passe qu'ils ont volés plus tôt. Donc, ils vont les tester ensuite sur d'autres sites web pour voir s'ils peuvent accéder à des comptes d'utilisateurs supplémentaires. Voilà. On dirait qu'ici que cette approche est un peu fructueuse si les personnes utilisent les mêmes combinaisons de noms d'utilisateurs et de mots de passe ou réutilisent les mots de passe pour divers comptes et au profit des réseaux sociaux. Donc, une fois si l'attaquant a accès à votre mot de passe, si cet mot de passe est réutilisé sur d'autres comptes, il aura accès à tous les différents comptes. Voilà. Ici, en grande 2, on va voir les motifs des attaques par force brute. Ici, comme vous voyez sur l'écran, on a énuméré quelques-unes, à savoir l'exploit des publicités ou les données d'activité. Ensuite, ils ont pour motif de voler des données personnelles ou ils répandent les malwares ou des systèmes de détournement pour des activités malveillantes ou bien ils viennent nuire à la réputation d'une entreprise ou d'un site web. Voilà. Donc, en voulant développer, on dira que un motif, le premier motif qui est exploiter les publicités ou les données d'activité. De là, cela se passe quand l'attaquant place des annonces de spam. Il place des annonces de spam sur un site web populaire, ce qui va permettre de gagner de l'argent chaque fois si une personne clique ou consulte le site web en question, ou bien une annonce sur le site web. Voilà, l'argent de la publicité revient à l'attaquant. Voilà, où il paye
L'attaquant peut réacheminer plutôt le trafic d'un site internet légitime vers des sites publicitaires, voilà, pour commissionner illégaux. Ce sont des commissions illégaux. Voilà, donc lui, s'il fait ça, il obtiendra toujours des revenus. Ou ensuite, il peut infecter, voilà, un site internet et les personnes le consultant avec des malwares tels que des logiciels espions qui suivent l'activité. Et puis, les données collectées seront ensuite vendues aux annonces sans l'accompagnement des utilisateurs. Donc, c'est tout ce qui pousse l'utilisateur à faire des attaques par force brute. Ça, on peut les classer au niveau des exploits de publicité ou les données d'activité. Ensuite, on a volé des données personnelles. Ici, le piratage de comptes personnels d'un utilisateur peut fournir un trésor de données. Les informations financières et des comptes bancaires aux informations médicales confidentielles. Voilà. Donc, une fois, s'il a accès à votre ordinateur ou bien à votre compte, il peut voler des données personnelles, voilà, ou il pourra ensuite vous faire chanter, voilà, en question, vous faire chanter que non, qu'il a vos données. Donc, une fois, tant qu'il ne paye pas telle somme, tant qu'il ne fait pas cela, qu'il va reprendre les données. Donc, l'utilisateur en question sera obligé, voilà, de faire ce que les hackers lui demandent. Donc, tout ça motive d'autres personnes à faire des attaques. Ou ensuite, répandre un malware. Ici, on peut dire, on dira que l'attaquant, un hacker qui, qui peut développer des logiciels malveillants ou des virus en question. Il y a d'autres pour euh, tester, voilà, les logiciels malveillants, ils sont obligés de le répandre. Mais comment ils vont le répandre? Ils seront obligés de craquer ou bien de se connecter à un ordinateur distant ou bien de créer des sites web malveillants. Une fois, si vous sélectionnez ou bien si vous téléchargez quelque chose sur le site web, votre ordinateur s'infecte en même temps. Ou en question, les gars, il peut vous envoyer des liens. Si vous cliquez des liens, le logiciel s'installe. Bien sûr, par exemple, il y a d'autres personnes qui veulent se faire reconnaître plutôt. Voilà. Donc, de ce fait, la personne développe des malwares, ouais, pour pouvoir, voilà, répandre ça partout dans le monde pour être reconnu. Donc, tout cela motive les attaquants à faire des attaques par force brusque. Ensuite, on a le système de détournement pour les activités malveillantes. Les attaquants ici, on dira que les attaques par force brute peuvent jouer un rôle dans le lancement par des personnes mal intentionnées d'attaques plus larges à l'aide de plusieurs appareils. On peut appeler ça des bonnettes. Cela s'agit généralement d'une attaque par déni de service, voilà, les DDoS, qui vise à dominer le système et défendre la sécurité de la cible. En dernière partie, il veut nuire à la réputation d'une entreprise ou d'un site internet. De là, par exemple, si l'utilisateur travaille dans une entreprise et par la suite il a été licencié, voilà, d'une raison valable ou bien d'une autre manière où il n'a pas vraiment aimé, pour se venger, le l'utilisateur, le hacker en personne va essayer de nuire à la réputation de l'entreprise où il travaillait avant, voilà, où il a été licencié. Ou, par exemple, s'il y a un site web
site internet, qui a fait des annonces où, où il se sent un peu concerné ou bien où vraiment il n'a pas aimé pour se venger ou bien pour faire du mal aux utilisateurs de ce site ou bien aux fondateurs de site plutôt. Il va essayer de développer des logiciels ou bien il va essayer de nuire à la réputation de ce site web. Donc, ceci sont des motifs des attaques par force brute, qui est résumé en 5 grands points. Ensuite, en grand 3, nous allons énumérer les outils d'attaque par force brute. Comme vous le voyez sur l'écran, on a le aircraft-ng. Ensuite, on a John V. Ripper plutôt, voilà, qui sont des outils vraiment utilisés par des hackers pour faire leur travail. En premier point, les Aircrash NG plutôt, c'est une suite d'outils qui évalue la sécurité réseau Wi-Fi pour surveiller et exporter les données. Et ces outils aussi attaquent une organisation par des méthodes telles que des faux points d'accès et des injections de paquets. Voilà, des faux points d'accès ou bien des injections de paquets, par exemple, ils peuvent ici dire, on peut dire que non, ces outils permettent de faire des injections. Le hacker peut attaquer le serveur ou la base de données. Voilà. On a ensuite John Verripper. Ça aussi, c'est un outil d'attaque par force brute. Cet outil permet de récupérer des mots de passe. Et c'est un outil open source qui prend en charge des centaines de types de chiffrement et de hackage. Donc ici, on a des mots de passe d'utilisateurs macOS ou bien Unix ou ensuite Windows, Android, les serveurs de base de données, les applications Internet, hum, ensuite le trafic réseau et ensuite on peut dire les clés cryptées même, en fait, les clés cryptées et les fichiers de documents. Cet outil peut vraiment, c'est un outil très formidable. Voilà. Grand 4, on a la méthode de prévention. Ici, ces méthodes de prévention, on les a résumées en 3 points. Premier point, on a utilisé des pratiques de mots de passe plus forts. En deuxième point, meilleure protection des mots de passe utilisateurs. Et puis ensuite, on a fourni une assistance continue en matière de sécurité et de mots de passe. Et en premier point, là où on a dit que utiliser des pratiques de mots de passe plus forts. Là, cela est subdivisé en plusieurs petits points, à savoir la création des mots de passe forts et à plusieurs caractères. C'est-à-dire il faut des mots de passe minimum et 8 caractères. Sinon, des mots de passe faibles, plus de 4 caractères composés de 1 et 3 sont des mots de passe très faibles qui sont vraiment très faciles à craquer. Donc, utiliser des mots de passe très forts, euh, des mots de passe mélangés des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Ensuite, il faut utiliser des phrases secrètes élaborées. Par exemple, si vous créez des mots de passe, parfois il y a des phrases où vous pouvez insérer la, qui montrera que vraiment c'est un peu combiné au fait avec les mots de passe.
Ensuite, nous pouvons dire que l'utilisateur doit créer des règles de création de mots de passe. Ça, c'est une autre méthode tactique de mots de passe qui consiste à tronquer les mots de passe afin qu'ils apparaissent absurdes. Voilà. Ceux qui les lisent verront ça absurde. Et puis, cela peut être fait en supprimant les voyelles ou en utilisant uniquement les premières lettres des mots, puis sans construire une phrase qui a du sens à partir d'une chaîne de mots raccourcis. Par exemple, on a comme raccourci, on peut citer espoir entre griffes. Bon, plusieurs même, ou bien bleu, tout. Voilà. Et ensuite, nous pouvons dire que l'utilisateur doit éviter les mots de passe courantes. Par exemple, il ne doit pas utiliser un mot de passe pour son compte Google. Ensuite, utiliser même mot de passe pour connaître son compte, propre compte même, et Orange Money, ou bien pour se connecter à son appareil ou à sa machine. C'est le même compte, c'est le même code que l'utilisateur utilise. Donc, ce sont des mots de passe courantes qui rendent vraiment sa vie très facile à pénétrer, en fait. Ensuite, l'utilisateur doit utiliser des mots de passe uniques à chaque compte, comme nous venons de le dire. Dans chaque compte, avec ses mots de passe, chaque compte avec ses mots de passe, cela évitera plutôt aux hackers d'accéder facilement à vos différents comptes ou à votre privé très facile. Ensuite, nous pouvons ajouter que l'utilisateur doit utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ici, on dira, qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe? Un gestionnaire de mots de passe, cela facilite la création de mots de passe sûrs et uniques pour tous les sites plutôt. Voilà, les sites internet consultés, il crée et suit automatiquement les connexions des utilisateurs à plusieurs sites internet, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder à tous ses comptes en se connectant simplement au gestionnaire de mots de passe. Avec un gestionnaire de mots de passe, les utilisateurs peuvent créer des mots de passe longs, complexes et stockés en toute sécurité. Parce que par exemple, pour se connecter à son compte, si l'utilisateur se connecte via son gestionnaire de mots de passe, donc cela est facile de se connecter. Donc, il n'est pas obligé d'aller taper tout son mot de passe pour pouvoir se connecter. Voilà. Ensuite, un deuxième point qui est meilleure protection des mots de passe d'utilisateur. De là, nous pouvons dire que l'utilisateur doit utiliser des taux de chiffrement élevés. Si on dit des taux de chiffrement élevés, ici ce sont des mots de passe système avec des taux de chiffrement les plus élevés disponibles, tels que 256 bits. Voilà, cela limite des chances de réussite d'une attaque par force brute et rend les mots de passe plus difficiles à déchiffrer. Par exemple, 256 bits, pour déchiffrer cela, il faut vraiment un super calculatrice plutôt. Donc, des machines hyper puissantes même. Parce que ce sont des mots de passe vraiment chiffrés. Voilà. Donc, ensuite, les utilisateurs ou bien les administrateurs réseau, ils peuvent saler leur hackage. Saler leur hackage, de là, le salage de hackage, c'est une tactique de cryptographique qui permettent aux utilisateurs système de renforcer leur hackage de mots de passe. Ils ajoutent un seul de lettres et des chiffres aléatoires stockés dans une base de données distincte à un mot de passe pour renforcer la protection.
Ensuite, on peut dire que nous devons utiliser l'authentification multifacteur ou l'authentification à double facteur, c'est la même chose. Lorsque vous ajoutez l'authentification à une connexion utilisateur, vous supprimez la dépendance des mots de passe avec l'authentification multifacteur. Une fois qu'un utilisateur s'est connecté avec son mot de passe, il sera invité à fournir une preuve supplémentaire qui est bien la personne qu'il prétend être. Alors, comme un code envoyé par SMS ou sur son appareil ou scan d'empreinte, cela peut empêcher un hacker d'accéder au compte ou au système professionnel qu'un utilisateur. Ensuite, il doit limiter des tentatives de connexion. Par exemple, dans un réseau, si l'administrateur réseau vient, voilà, en configurant le réseau, il doit, à travers les GPO, voilà, il peut limiter les tentatives de connexion. Donc, cela permettra à exclure l'adresse IP de l'utilisateur qui a tenté à se connecter à plusieurs reprises. Par exemple, si euh, le nombre de tentatives de connexion est limité à 3, si l'utilisateur met 3 fois un mot de passe incorrect, donc il sera automatiquement exclu pour un certain temps défini par l'administrateur réseau. Donc, si le temps en question épuise, l'utilisateur pourra se connecter. Donc, cela limite vraiment les attaques parfois un peu faciles. Ensuite, on peut dire que les utilisateurs peuvent utiliser des CAPTCHA pour prendre en charge les connexions. Par exemple, ici, il ajoute des cas de CAPTCHA au processus de connexion peut empêcher un attaquant d'utiliser d'ordinateur pour forcer brutalement son passage dans un compte d'utilisateur ou dans un réseau de l'entreprise. Les options de CAPTCHA prennent la saisie d'images de texte qu'ils apparaissent à l'écran, la vérification de plusieurs zones d'image et l'identification d'objets qui apparaissent. Voilà. Par exemple, il y a des sites web, si tu te connectes, parfois ça sort sur l'écran, comme on vérifier si vous n'êtes pas un robot. Et puis il y a plusieurs sortes d'images qui sortent. On vous dit de sélectionner telle image. Donc vous allez sélectionner cette image. Ensuite, vous pouvez, si l'image est mal sélectionnée, donc cela bloque le passage. Ensuite, l'utilisateur peut utiliser une liste noire de protocoles Internet IP, car le déploiement d'une liste noire d'IP utilisée dans les attaques aide la protection du réseau d'entreprise ou bien des utilisateurs contre les attaquants connus. Il est important de tenir cette liste noire à jour pour éviter les nouvelles attaques. Ensuite, il doit supprimer le compte qui n'est pas utilisé, donc le compte inutilisé. Donc, ces comptes, s'ils sont là, qu'on ne les utilise pas, ça sera des failles, vraiment des portes d'entrée pour des hackers. Donc, ce compte inutilisé doit être supprimé pour faire des mises à jour pour vraiment maintenir euh, sa machine ou bien le réseau, voilà, vraiment en sécurité. OK. Un dernier point qui est fournir une assistance continue en matière de sécurité et de mots de passe. Ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ici, nous pouvons dire que l'utilisateur doit proposer une formation ou bien l'entreprise l'entreprise en question doit fournir une formation aux utilisateurs sur la protection de leur compte. Voilà, faire des séances de protection, comment renforcer les mots de passe, comment rendre les mots de passe très robustes. C'est là vraiment, et puis quelles sont les précautions à prendre
pour ne pas pour faire face aux éventuelles attaques qui est en train de raver vraiment le monde informatique. Ensuite, l'utilisateur doit surveiller les réseaux en temps réel. Il faut une surveillance des réseaux en temps réel. De nos jours, il y a plein de logiciels qui sont là qu'on peut utiliser pour vraiment superviser les réseaux en temps réel. Voilà. Cela vraiment va nous faciliter. Et puis, une fois sûr qu'il y a une instruction dans le réseau, cela va déclencher une alarme vraiment qui va vraiment et nous interpeller, nous prévenir pour qu'on puisse vraiment faire face, interrompre voilà, l'attaque. Voilà. Donc, ceci prend fin notre grand 3 qui a été résumé en 3 grands points qu'on a détaillés. Voilà. Donc, le, pour conclure, nous dirons aussi que l'attaque par force brute est une méthode simple, mais coûteuse en termes de temps et de ressources. Parce que pour déchiffrer un mot de passe, il faut vraiment du temps. Il faut du temps. Hein. Parce que, par exemple, le décryptage de 256 bits prend des millions d'années. Voilà. Si on doit le faire manuellement. Mais avec des supercalculateurs, vraiment, il faut du temps même. Donc, raison pour laquelle de nos jours, il est efficace principalement contre des systèmes mal faits. Et bon, comme nous sommes là, on parle des attaques par force brute. Donc, elle est efficace principalement contre les systèmes mal configurés et mal sécurisés. Face aux mesures modernes de sécurité, leur efficacité diminue considérablement. Quand on dit leur efficacité diminue considérablement, parce que vu la modernisation des outils et puis la sensibilisation des utilisateurs, les différents pare-feux, voilà, les outils de prévention, donc cela rend vraiment les attaques brutes vraiment diminue et cela rend leur efficacité vraiment très bas. Mais les hackers de nos jours aussi, ils sont évolués quoi. Ils sont évolués parce que de nos jours, ils utilisent des logiciels là, qui sont parfois combinés avec les IA, les intelligences artificielles. Donc, c'est là vraiment n'est pas facile. Donc, il faut toujours se prévenir. Il faut toujours être vraiment sur des technologies de pointe pour aussi se protéger sa vie privée. Voilà. Donc, ici prend fin notre travail. Donc, on vous remercie. Voilà, merci beaucoup.